Voilà, nous nous retrouvons dans votre bureau, donc Michel Sapin, au ministère du Travail et du Dialogue social. On va évoquer quelques dossiers plus précisément, mais je reviens un instant sur la promesse du président. Nous allons inverser la courbe du chômage en un an. Même Jean-Marc Ayrault a dit « Je ne sais pas si nous y parviendrons ». On n'est pas dans le domaine des promesses. C'est normal de dire qu'on promet de faire baisser le chômage. Je vous laisse penser si on promettait l'inverse. On est dans un objectif politique. On nous donne cela comme objectif. On nous donne à tous les ministres, au Premier ministre, cet objectif. Ça veut dire quoi ? Ce n'est qu'un objectif, alors. C'est un objectif. Nous l'atteindrons, j'en suis persuadé, pour ma part. Parce que je vois bien quels sont les outils que nous mettons en place. Ces 150 000 emplois d'avenir, ces 150 000 qui ne seront pas au chômage, les 500 000 en 5 ans, mais disons 100 000 l'année prochaine, contrats de génération qui permettront à des jeunes qui ne sont pas dans l'emploi de trouver un emploi. Cette grande négociation qui permettra une plus grande fluidité sur le marché du travail. Bon, et la croissance qu'on va retrouver, parce que, je le répète encore, avec une Europe plus stable, avec une Europe de la croissance, avec une union bancaire, on met de la stabilité, on met de la confiance. Sapin, donc je suis persuadé que cette bataille, d'abord nous devons la mener, c'est un devoir, c'est une exigence, et nous pouvons la gagner, nous la gagnerons. Aujourd'hui, il y a des chiffres qui indiquent que l'industrie manufacturière a énormément baissé, qu'elle continue à réduire ses effectifs en septembre, que les prévisions de croissance, c'est l'Institut Rexecode qui l'a annoncé, 0,2%, loin des 0,8% que le gouvernement fixe pour le budget 2013. Donc... Et alors ? Et alors, parce que là, on regarde le passé. Ce que vous me dites, c'est ce qui s'est passé. Vous me dites, on a détruit des emplois. Ah oui. On continue à en détruire et on en détruira l'année qui vient. Ouais. Vous êtes confrontés au réel. Vous êtes confrontés au réel maintenant. Bien sûr, mais les 150 000 emplois d'avenir, ils sont en œuvre là? Non, ils ne sont pas en œuvre. Les outils, ils ne sont pas encore en œuvre. Il faut voter, il faut mettre en œuvre, il faut les crédits pour cela. C'est le crédit, c'est le budget pour l'année 2013. Donc, nous sommes dans la bataille. Nous mettons en place les principaux outils de cette bataille et nous la menons. Enfin, vous imaginez qu'on dise aux Français, on peut rien, on est les bras ballants, alors on ne bouge plus et on regarde le chômage monter et on commande ça tous les mois et tous les soirs. C'est pas possible. Donc vous comprenez bien que c'est la mobilisation de tout le gouvernement. Il n'y a pas un ministre, il n'y a pas un secteur ministériel qui ne soit pas dans cette bataille pour l'emploi. Aujourd'hui, l'intersyndicale de PSA a été reçue à l'Élysée. À la sortie, il y en a qui étaient contents parce qu'ils disaient on a obtenu une réunion tripartite, État, direction, intersyndicale, et puis la CGT a dit non, on n'a pas le gel du plan de licenciement. Ils sont maximalistes. Est-ce que vous ne faites pas aussi peut-être planer des espoirs absolument inutiles et impossibles? À PSA, les choses sont à la fois dramatiques par l'ampleur des licenciements, par l'ampleur des conséquences de fermeture de sites, par exemple Aulnay, et elles sont en même temps très simples. La négociation, elle est aujourd'hui menée par les organisations syndicales face à la direction. C'est comme ça que ça se passe dans une entreprise. Et le gouvernement, il est aux côtés. Nous avons, avant l'été, chacun, le président de la République, le Premier ministre, le ministre du redressement productif et moi-même, reçu la direction en leur disant « ce que vous avez proposé n'est pas acceptable, cela va devoir changer ». Dans la négociation que vous engagez avec les organisations syndicales, vous devrez changer. Il devra y avoir moins de licenciements. Il devra y avoir un meilleur accompagnement des salariés qui vont chercher un emploi éventuellement à l'extérieur de l'entreprise. Il devra y avoir un maintien de l'activité, en particulier à Aulnay. C'est cela qui est en train d'être négocié. Moi, j'ai rencontré à Rennes, hier matin, j'étais à Rennes, j'ai rencontré une délégation de l'intersyndicale de PSA Rennes. Parce que on parle beaucoup d'Aulnay. Mais à Rennes, 1400 emplois comme ça, secs, qui, dans la première proposition, la proposition actuelle, sont supprimés. C'est extrêmement grave pour la ville de Rennes et pour la Bretagne. J'ai vu des gens déterminés et des gens responsables, extrêmement responsables, qui savent qu'ils sont dans cette négociation et qui sont plutôt heureux d'avoir à leur côté un président de la République, un Premier ministre et des ministres pour faire bouger les choses. Justement, là, je voyais cette table à côté, vous me disiez tout à l'heure que c'est là que vous recevez les syndicats. Quand vous recevez Bernard Thibault de la CGT, vous lui dites n'en faites pas trop, ne soyez pas maximaliste, soyez responsable. Je ne sais pas faire la morale ou donner des indications aux organisations syndicales. Elles sont toutes de grandes organisations extrêmement responsables. Il ne faut pas plus de politique que de syndicalisme? Non, non. Je peux vous dire qu'ici, on ne me parle pas de politique. On me parle de comment fait-on
pour que sur le front du chômage, l'emploi, dans les branches, dans les entreprises, il y ait une situation différente. On peut être en désaccord. Certaines organisations syndicales, par exemple, nous disent on n'est pas d'accord avec la politique européenne. Très bien, on est en désaccord. Et après, de quoi parlons-nous? Concrètement, de tous les sujets là, que j'ai abordés avec vous. Il n'y a pas un seul sujet, il n'y a pas un outil de lutte contre le chômage que je n'ai préalablement discuté ici même avec les partenaires sociaux, les organisations syndicales et les organisations patronales. Je m'appelle ministre du dialogue social, ce n'est pas simplement pour la façade. Alors, pendant la campagne, quand même, vous pestiez contre les accords compétitivité-emploi qu'avait proposé Nicolas Sarkozy. Titre, oui. Mais franchement, vous nous annoncez des discussions qui ont commencé et qui vont se concrétiser à partir du 4 octobre et qui vont porter à la fois sur la sécurisation et sur l'assouplissement du marché du travail. Franchement, on a l'impression que c'est exactement la même chose. C'est parce que vous ne regardez pas suffisamment bien les choses, parce que les partenaires sociaux n'ont pas du tout le sentiment que c'est la même chose. Du côté patronal, où ils nous disent « Ah, mais c'est pas la même chose que quand c'était Sarkozy ». Eh bien oui, c'est pas la même chose. Et d'ailleurs, le patronat s'est habitué maintenant, après quelques mois, à voir que c'est pas la même chose qu'avec Nicolas Sarkozy, aussi bien du côté syndical, où ils nous disent « Avec vous, au moins, on peut discuter, on peut se rencontrer, on peut parler des choses ». Et la négociation qui est engagée, qui est très large, qui porte sur beaucoup de sujets, n'est pas du tout de même nature que la précédente. Pourquoi ? Parce que moi, j'y ai tenu énormément. Le Premier ministre, le Président de la République ont tenu à ce qu'il y ait dans cette négociation des sujets où les salariés puissent gagner quelque chose, de la sécurité pour eux-mêmes, personnelle, et où les entreprises, en tant que collectivité de travail, je ne parle pas de l'actionnaire, je ne parle même pas du dirigeant d'entreprise, en tant que collectivité de travail, ils gagnent quelque chose, pouvoir s'adapter préventivement, suffisamment tôt à l'évolution des choses. Il y a des produits qu'on fabriquait il y a 10 ans qu'on fabrique plus aujourd'hui. Comment est-ce qu'on s'adapte sans que ça ait comme seule conséquence la diminution du nombre d'emplois? Donc vous voyez, tout ça est dans la discussion. Les procédures de licenciement aujourd'hui, elles sont insécurisantes pour tout le monde. Les salariés, bien sûr. C'est les premiers qui sont dans la mécanique et qui sont broyés dans cette mécanique. Mais pour les entreprises aussi, c'est pas satisfaisant. C'est quelque chose qui vient trop lentement, trop tard. Et il y a des sanctions possibles aussi après. Alors, je vous propose d'écouter Antoine Neulard, c'est notre correspondant à Berlin. Je lui ai demandé de nous raconter comment ça se passait en Allemagne, puisqu'on en parle toujours de ce fameux modèle allemand. Écoutez avec moi. Pour obtenir la sécurité de l'emploi, les salariés de Volkswagen ont accepté d'importants sacrifices. Les salaires ont été gelés pendant de longues années, les pauses sont plus courtes, les cadences plus élevées, les primes de week-end divisées par 2. Et puis lorsque les carnets de commandes débordent, le temps de travail peut être augmenté jusqu'à 42 heures par semaine sans compensation salariale. En échange, la direction, elle, s'engage à ne licencier personne, même lorsque l'entreprise rencontre des difficultés. Alors cet accord existe depuis presque 20 ans. Il est régulièrement renégocié, mais comme le dialogue social fonctionne bien, les deux parties parviennent toujours à s'entendre. C'est du gagnant-gagnant. Pour les salariés, l'assurance quasiment d'un emploi à vie. La direction aussi y trouve son compte. Volkswagen dit qu'un ouvrier mieux protégé est plus motivé, donc plus productif. Du coup, d'autres entreprises allemandes ont suivi cet exemple. Mercedes, BASF, EADS, même la Poste a signé une convention de ce type. Au total, on estime qu'entre 500 000 et 1 million de salariés allemands sont ainsi protégés par ce système de flexi-sécurité. Alors c'est un modèle qu'on peut suivre en France ? C'est cela que vous souhaitez ? Je ne crois pas à un modèle qui serait allemand, qu'on viendrait implanter comme ça en France. L'Allemagne est l'Allemagne, la France est la France. Non mais ces exemples précis, ça existe. Il y a des accords qui sont négociés à Seven Nord, à PSA ou à Air France. C'est un peu la même chose ? Ça veut dire que au lieu de considérer que la seule manière pour une entreprise de sortir de la difficulté, c'est de pousser les gens dehors, on les garde dans l'entreprise. Et on les garde en diminuant la quantité de travail, parce que la quantité de travail diminue. On les garde avec y compris des systèmes de chômage partiel, on appelle ça de l'activité partielle. On baisse les salaires éventuellement. Oui, mais avec quoi, Volkswagen ? Ensuite, quand ça va beaucoup mieux, on rattrape. Il y a des primes qui permettent de rattraper ce qu'ils ont perdu. Aujourd'hui, à Volkswagen, si on prend Volkswagen, c'était le sujet, s'ils regardent la séquence des 4 dernières années, au total, ils ont plus gagné. Ils ont plus gagné. À un moment donné, ils ont perdu. Après, ils ont gagné beaucoup plus. Donc, c'est un exemple pour la France. C'est un exemple. Et la formation. Plutôt que d'être poussé au chômage, il vaut mieux rester dans l'entreprise avec un plan de formation pour acquérir de nouvelles capacités, être mieux en adaptation avec de nouvelles technologies ou un nouveau produit, une nouvelle voiture qu'il faut fabriquer, mais qu'on fabrique différemment. Donc, il faut s'inspirer de cela. Mais il faut le faire à la française. Moi, je dis que c'est le dialogue social à la française. Il faut un peu l'inventer. C'est plutôt bien parti.
Moi, j'ai vu et entendu quand même le MEDEF dire son effroi, je cite, devant le budget 2013. Pas facile de créer des emplois dans ce contexte. Les PME disent, oui, on nous promet un choc de compétitivité et en même temps, on a 10 milliards d'impôts qui arrivent en plus dans le budget 2013. Est-ce que ce ne sont pas des signaux contradictoires? Vous dites dialogue et puis en même temps, vous dites, on va... J'entends le MEDEF, mais j'entends la CGPME qui représente les petites et moyennes entreprises et uniquement celle-là, contrairement au MEDEF qui est plus mêlée, si je puis dire, comme représentation, a dit qu'elle était très satisfaite. Parce que qu'est-ce que, dans ce budget, nous faisons? Il faut rétablir les comptes. Donc on fait des économies. C'est pas contradictoire. On demande aux grandes entreprises de plus contribuer à l'impôt. Le chiffre est simple. Aujourd'hui, les petites et moyennes entreprises payent 30% de leurs bénéfices en impôts. Les très grandes entreprises, moins de 10%. C'est normal? Non, c'est pas normal. Donc on rétablit une justice. Après, que le représentant du patronat trouve que c'est désagréable, je le comprends. D'ailleurs, M. Arnaud trouve aussi très désagréable de payer 75% d'impôts sur au-delà d'1 million. Donc on est un peu dans les mêmes manières. Ce sont les patrons qui créent les emplois, bien quand sûr, même. Mais bien sûr, moi je ne dis pas il y a les bons et les méchants. Nous avons besoin de nos très grandes entreprises. On en a absolument besoin. Ce sont elles qui se battent beaucoup à l'extérieur, qui conquièrent des marchés et qui ont aussi une série de sous-traitants à qui elles donnent du travail. Donc nous en avons besoin. Mais elles sont les premières à savoir qu'il y avait un certain nombre de dispositifs, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais la niche Copé par exemple, qui rapportait des milliards et des milliards aux entreprises et qui coûtait des milliards et des milliards à l'État. On y met fin. Tant mieux. Après, il ne s'agit pas de matraquer pour matraquer. Il s'agit d'être intelligent. Il s'agit d'avoir des dispositifs. Je vais prendre un élément. Le crédit impôt recherche. C'est quoi? C'est un encouragement par la baisse d'impôts à ce qu'il y ait plus de recherche en France. Ça marche merveilleusement bien. Vous savez que on parle toujours de la compétitivité. Nous sommes compétitifs dans le domaine de la recherche dans les entreprises. Il y a des centres mondiaux qui sont implantés en France parce que c'est plus compétitif en France. Faisons-le, continuons-le. J'ai deux petites questions, on va conclure. On a le sentiment quand même régulièrement que, au lieu de dire qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui ne marche pas, on garde ce qui marche, vous cherchez quand même, ce gouvernement, à détricoter ce qui a été décidé avant, même si ça marche. Non, justement parce que ça ne marche pas. On va prendre un exemple qui a été beaucoup dans l'actualité. Le système qui encourageait aux heures supplémentaires coûtait 4 milliards par an. Au moment où vous avez du chômage partiel indemnisé par l'État qui coûte des milliards par an, est-ce que c'est normal? N'importe qui comprend. Sur la fiche de paye des salariés, ils verront la différence. Ça, eux, je vois bien qu'ils voient la différence. Encore qu'on leur fait croire des choses qui ne sont pas exactes. Il continuera à y avoir des heures supplémentaires parce que les entreprises ont besoin d'heures supplémentaires. Est-ce que ça créera des emplois? Mais est-ce que ce système était utile à l'emploi? Non. Tous les économistes, tous les commentateurs disaient c'est une aberration. Il n'a jamais voulu revenir dessus. Pourtant, c'était une aberration. Le seul pays au monde, à l'époque, c'est fini maintenant, qui encourageait les heures supplémentaires dans une période de montée du chômage, c'était la France. Il fallait bien détricoter, comme vous dites. Et le détricotage, ça va créer des emplois? Mais bien entendu. C'était un obstacle à la création d'emplois. Plutôt que d'embaucher un jeune, c'était moins cher d'accorder des heures supplémentaires à ceux qui étaient déjà dans l'emploi. Donc c'était un outil anti-emploi. C'était un outil pro-chômage. C'est quand même pas anormal qu'on ait supprimé cet outil pro-chômage. Les successions qui se préparent au MEDEF, à la CGT, à la CFDT, ça ne va pas déstabiliser les négociations en un mot? Non, je vois des successions qui se passent tout à fait normalement et tranquillement, avec beaucoup de cohérence, beaucoup de cohésion. C'est le cas par exemple à la CFDT, ça peut être le cas dans d'autres organisations patronales ou syndicales. Mais moi je respecte profondément. Ce n'est pas à moi, ministre, d'aller faire des commentaires sur la vie interne des organisations syndicales ou patronales. Je sais que le MEDEF est composite, il y a des rapports de force au sein du MEDEF. Je vois bien qu'à la CGT, il peut y avoir des personnalités, qui sont souvent d'ailleurs des personnalités de très grande valeur, qui peuvent avoir une envie, qui peuvent avoir une ambition. Et donc il faut choisir entre ces belles ambitions. Bien, mais moi, je ne vais jamais commenter cela. Ce qui compte pour moi, c'est d'avoir des interlocuteurs. Et je sais que aussi bien le MEDEF, la CFDT, la CGT, que FO, que la CGPME, que la CGC, que la CFTC aujourd'hui, que l'UPA sont des interlocuteurs valables et avec lesquels on peut travailler. La semaine prochaine, les chiffres du chômage, vous avez dit que les 3 millions étaient déjà dépassés. Vous voyez combien à peu près la semaine prochaine? J'ai dit qu'ils étaient dépassés. Enfin, je pense que ces chiffres-là feront apparaître qu'il y a plus de 3 millions. Mais d'ailleurs, c'est déjà le cas. Il y a déjà plus de 3 millions de chômeurs parce que je vous rappelle simplement que l'outre-mer français fait partie de la France et que déjà, avec l'outre-mer français, il y a longtemps qu'on a dépassé les 3 millions de chômeurs. Ça, c'est le résultat de la politique d'avant. Merci beaucoup. C'est la raison pour laquelle il faut se mobiliser. Merci Michel Sapin de nous avoir accueillis dans votre ministère, d'avoir répondu aux questions de BFM TV.